j'ai retrouvé mes parents âgés gelés dehors, devant ma propre maison, pendant que mes beaux-parents faisaient la fête à l'intérieur comme s'ils possédaient tout. Ce que j'ai fait ensuite a complètement détruit leur vie. Bonjour, je m'appelle Peggy et j'ai 35 ans. Rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu cette nuit-là. Mes parents, tous deux septuagénaires, se tenaient dehors, grelottant devant la porte de ma propre maison, les lèvres bleues de froid, tandis qu'à l'intérieur, mes beaux-parents organisaient un dîner élégant avec des inconnus. Mon père serrait sa poitrine, la cicatrice de sa récente opération cardiaque cachée sous des couches qui ne suffisaient pas contre la température glaciale. Ma mère pouvait à peine se tenir debout, son arthrite étant aggravée par le froid. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour nous tous. Avant de continuer, faites-moi savoir d'où vous regardez. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour entendre comment je me suis assuré qu'il ne blesserait plus jamais ma famille. En grandissant, mes parents m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient malgré nos moyens modestes. Mon père a travaillé 2 emplois pendant 20 ans d'affilée. Ses mains toujours rugueuses par le travail, mais douces quand elles tenaient les miennes. Ma mère a étiré chaque dollar, faisant des miracles à notre table, veillant à ce que je ne ressente jamais le poids de nos limitations financières. Quand j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle, ils ont vidé leur petit compte d'épargne sans hésiter. Pendant ces 4 années, ils ne se sont jamais plaints de leurs sacrifices. Mon père a développé des problèmes cardiaques dans la soixantaine, culminant avec un triple pontage il y a tout juste 8 mois. Son rétablissement avait été régulier mais fragile, nécessitant des médicaments quotidiens et une surveillance attentive de son niveau d'activité. L'arthrite rhumatoïde sévère de ma mère s'était progressivement aggravée au cours de la dernière décennie, rendant les tâches simples comme ouvrir des portes ou tenir des tasses de plus en plus difficiles. Malgré ces défis, ils ont conservé leur indépendance, vivant dans la même petite maison de plain-pied où j'ai grandi, à seulement 15 minutes de ma nouvelle demeure. Nos traditions familiales sont restées fortes malgré ma carrière chargée. Les dîners du dimanche étaient sacrés, et je les appelais quotidiennement, souvent pendant mes pauses déjeuner. Ils rayonnaient de fierté à mes réussites professionnelles, encadrant ma première carte de visite et l'affichant en bonne place sur leur réfrigérateur. Lorsque j'ai obtenu ma première promotion, mon père a pleuré de joie, disant que j'avais dépassé tous ses rêves pour moi. J'ai rencontré Robert lors d'une conférence sectorielle il y a 7 ans. Il travaillait pour une agence concurrente, mais m'a complètement charmé lors d'une table ronde où nous étions tous deux intervenants. Sa confiance et son ambition reflétaient les miennes, et notre passion commune pour les stratégies marketing créatives nous a donné une connexion instantanée. Après avoir échangé des cartes de visite, nous nous sommes rencontrés pour un café qui s'est prolongé en dîner et, finalement, en une romance whirlwind. En 1 an, nous étions mariés lors d'une cérémonie qui, rétrospectivement, contenait des signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer. Notre début de mariage semblait idyllique. Nous nous soutenions mutuellement dans nos carrières, célébrions ensemble les succès et achetions un petit condo de départ que nous passions les week-ends à peindre et à meubler. Robert préparait le petit déjeuner le dimanche matin avant que nous nous rendions chez mes parents pour le dîner. À l'époque, il semblait sincèrement attaché à mes parents, apportant les cafés spéciaux de mon père et aidant ma mère avec les réparations ménagères. Les premiers signes avant-coureurs sont apparus si subtilement que je les ai ignorés, comme la façon dont Robert prenait toujours des appels de ses parents, peu importe ce que nous faisions, ou comment leurs opinions semblaient primer sur celles de quiconque, y compris les miennes. Mes premières rencontres avec mes beaux-parents, Nancy et Walter, auraient dû me mettre plus la puce à l'oreille. Ils sont arrivés à notre fête de fiançailles dans des tenues de designer assorties, examinant la modeste maison de mes parents avec un dédain à peine dissimulé. Nancy a commenté à quel point il était charmant de voir une vie simple de nos jours, tandis que Walter a interrogé mon père sur son portefeuille d'investissement, en ricanant lorsque papa a mentionné son plan de retraite. Pendant la planification du mariage, ils ont insisté pour contrôler des aspects qui appartiennent traditionnellement à la famille de la mariée, remettant en question chaque décision que je prenais concernant les fleurs, le lieu et la nourriture. Vous n'avez clairement pas assisté à beaucoup de mariages comme il se doit, m'a dit Nancy quand j'ai choisi des fleurs sauvages pour mon bouquet. Laissez-moi m'en occuper pour que vous n'embarrassiez pas Robert. Robert a minimisé leur comportement, qualifiant sa mère de particulière et m'assurant que leurs intentions étaient bonnes. Ils veulent juste le meilleur pour nous, disait-il après des remarques particulièrement acerbes. Ils viennent d'un autre monde. Je l'ai cru parce que je voulais me convaincre qu'ils finiraient par s'adoucir avec moi et ma famille avec le temps. Ma carrière a progressé plus rapidement que celle de Robert. Bien que j'ai veillé à ne jamais souligner ce fait. Après 5 ans de travail acharné dans mon cabinet de marketing,
j'ai décroché un client pharmaceutique majeur qui a transformé le portefeuille de notre AY. Ma stratégie de campagne innovante m'a valu à la fois une promotion importante et une prime de rendement substantielle. Lorsque j'ai appelé Robert avec la nouvelle, ses félicitations semblaient sincères. Mais quand je suis rentré à la maison avec du champagne, je l'ai trouvé morose. « Excellent travail », a-t-il dit, son verre à peine touché. « Je suppose que je dois élever mon niveau pour vous suivre. » J'ai suggéré d'utiliser ma prime comme acompte pour une maison, quelque chose dont nous avions discuté théoriquement mais jamais activement poursuivi. L'idée semblait revigorer l'humeur de Robert, et il a immédiatement appelé ses parents pour partager la nouvelle. Ce week-end-là, Walter est arrivé avec des photocopies de quartier qu'il jugeait acceptables, tous bien au-dessus de notre budget prévu. Lorsque j'ai mentionné des options plus abordables, Nancy m'a tapoté la main avec condescendance. « C'est pourquoi la richesse générationnelle compte, ma chère. Tu penses petit parce que c'est ce que tu connais. » Malgré leur ingérence, nous avons trouvé une maison de style tuteur parfaite dans un quartier prestigieux, qui étirait notre budget, mais restait réalisable avec ma prime. J'ai contribué à 70% de la compte, un fait que Robert m'a demandé de ne pas mentionner à ses parents. Il suppose juste que je me débrouille assez bien pour gérer ça, a-t-il expliqué. Pourquoi les décevoir? La maison représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie, 3 chambres pour la famille. Nous prévoyions de créer un bureau à domicile pour les heures tardives et, surtout, une suite d'invités au premier étage qui serait parfaite pour mes parents lorsqu'ils vieilliraient et auraient potentiellement besoin de vivre avec nous. Robert semblait moins enthousiaste à propos de cette caractéristique, mais a convenu qu'elle était pratique. Lors de leur première visite dans la nouvelle maison, mes beaux-parents sont arrivés avec une décoratrice qui a parcouru chaque pièce, prenant des notes sans demander notre permission. Nancy a souligné chaque défaut, de la cuisine démodée qui avait en fait été rénovée 5 ans auparavant à la chambre principale exiguë qui était 2 fois plus grande que notre chambre de condo. « Nous allons arranger tout ça », a-t-elle assuré Robert. « Pas moi. Votre père connaît des gens qui peuvent transformer cet endroit. » À l'approche de notre fête de pendaison de crémaillère, j'ai passé des semaines à organiser une réunion chaleureuse et intime pour célébrer cette étape. J'ai soigneusement sélectionné des aliments que mon père pouvait manger avec ses restrictions alimentaires et arrangé les sièges pour répondre aux besoins de ma mère d'élever ses jambes périodiquement. La liste des invités comprenait nos amis les plus proches, mes collègues qui avaient soutenu ma croissance professionnelle, et bien sûr, les 2 ensembles de parents. 3 jours avant la fête, Robert a mentionné par hasard que sa mère avait invité quelques amis de la famille à se joindre à nous. Lorsque j'ai demandé des détails, il a vaguement mentionné des couples avec lesquels ses parents socialisaient et m'a assuré qu'il ne s'agissait que de 4 ou 5 personnes supplémentaires. J'ai fait un compromis, voulant l'harmonie plus que le contrôle, mais une inquiétude croissante s'est installée dans mon estomac à l'approche du jour J. Le matin de notre fête de pendaison de crémaillère, le soleil s'est levé vif et clair, avec cette parfaite fraîcheur d'automne qui rend les réunions à l'intérieur si douillettes. Je me suis réveillé tôt, l'excitation bouillonnante pendant que je me préparais à présenter notre nouvelle maison. Robert semblait distrait pendant le petit déjeuner, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises et répondant par des monosyllabes à mes questions sur la récupération de la commande de traiteur. Mes parents ont envoyé un texto, a-t-il dit finalement alors que je chargeais le lave-vaisselle. Ils arrivent tôt et pourraient être là avant l'heure officielle. Le début de la fête était prévu à 18 h, laissant à mes parents le temps de se reposer après leurs médicaments de l'après-midi et de rentrer à une heure raisonnable. Il n'était que 10 h du matin. « À quelle heure arrivez-vous à peu près ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger. « Peut-être vers 15 h, ils veulent t'aider à installer. » J'ai retenu ma réponse initiale, me rappelant que leur aide pourrait être la bienvenue avec tant à faire. J'avais prévu d'aller chercher mes parents à 17 h 30, nous laissant le temps de les installer confortablement avant l'arrivée des autres invités. Ça devrait aller, ai-je répondu mentalement, en ajustant mon calendrier. Rappelle-leur juste que mes parents auront besoin des aménagements d'accessibilité dont nous avons discuté. Robert a hoché la tête distraitement, tapant déjà une réponse à un autre message entrant. À 12 h 45 précise, alors que j'arrangeais un plateau de légumes, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver Nancy et Walter debout, impeccablement habillés dans des vêtements bien trop formels pour une pendaison de crémaillère décontractée. Derrière eux se tenaient 6 couples, tous semblant également trop habillés, tenant des cadeaux emballés et des bouteilles de vin. « Surprise !» s'est exclamé Nancy, en passant devant moi sans attendre d'invitation. « Nous avons pensé que nous allions passer la journée. »
Je suis resté figé alors que ce défilé d'étrangers entrait chez moi. Nancy faisait des présentations que j'ai immédiatement oubliées en cherchant Robert dans le groupe. Il est sorti de notre chambre, l'air étonnamment bien habillé lui aussi, saluant ses parents avec un enthousiasme qui suggérait que cette arrivée anticipée n'était pas une surprise pour lui. « Mon chéri » ai-je murmuré quand j'ai enfin pu le mettre à l'écart. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Juste un léger changement de plan » a-t-il répondu, redressant sa cravate. Ma mère a pensé que ce serait bien d'avoir un déjeuner décent avant la réunion du soir. Ce sont des gens importants dans le cercle de mes parents. Avant que je puisse répondre, Nancy était à nos côtés, critiquant les décorations simples que j'avais placées dans le salon. Ce sont de charmants à leur manière, a-t-elle dit, en retirant une pièce maîtresse faite à la main que ma mère et moi avions créée, mais j'ai apporté des arrangements plus appropriés. Elle a claqué des doigts, et Walter a apporté des compositions florales élaborées qui devaient coûter des centaines de dollars chacune. Au cours de l'heure suivante, j'ai regardé en silence, stupéfaite, ma fête soigneusement planifiée se transformer. Nancy a réarrangé les meubles, reléguant les photos de famille dans des tiroirs et les remplaçant par des arrangements artistiques que je n'avais jamais vus auparavant. Les amis de Walter ont apporté des caisses de vin coûteux, faisant des commentaires dédaigneux sur les sélections que j'avais achetées. Robert a mentionné que vous développiez encore votre palais, a commenté un homme en rangeant mes bouteilles de vin hors de vue sous le chariot de bar. Le véritable choc est venu lorsqu'un camion de traiteur s'est garé dans notre allée et que 3 serveurs en uniforme ont commencé à décharger du matériel que je n'avais jamais commandé. Nous avons pris la liberté, a expliqué Walter en attrapant mon expression confuse. Vos plateaux de supermarché étaient attentionnés, mais pas tout à fait appropriés pour les invités que nous avions invités. Tout au long de cette prise de contrôle, Robert m'a évité, s'occupant à aider son père à installer un bar impromptu dans notre salle à manger ou à escorter les invités nouvellement arrivés lors de visites de notre maison. À chaque minute qui passait, je me sentais de plus en plus comme une étrangère dans ma propre maison. Le coup de grâce est venu lorsque j'ai entendu Nancy parler de la maison comme du nouvel endroit de Robert à une femme dégoulinante de diamants. Nous savions qu'il finirait par s'installer dans ce quartier, a-t-elle dit. Bien sûr, il faudra des améliorations importantes s'il fonde une famille. La cuisine est exploitable, mais pas à la hauteur. Walter les a rejoints, ajoutant « Nous discutons de la conversion de la suite d'invités en une vraie bibliothèque, une bien meilleure utilisation de l'espace. » La suite d'invités que j'avais spécifiquement choisie pour mes parents. J'ai finalement coincé Robert dans notre chambre où il était inexplicablement en train de changer pour une chemise encore plus formelle. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je exigé. « Qui sont ces gens ? Pourquoi votre mère retire-t-elle nos affaires et parle-t-elle de plans de rénovation dont nous n'avons jamais discuté ? Peggy, tu exagères, a-t-il dit, d'une voix basse mais irritée. Ce sont des gens influents qui peuvent aider nos 2 carrières. Maman est juste excitée et peut-être un peu débordée, mais c'est de bonne intention. Débordée ? Robert ? Il y a des traiteurs dans notre cuisine que je n'ai pas embauchés. Votre mère parle de retirer la suite d'invités que nous avions prévue pour mes parents. Et en parlant de mes parents, je dois partir bientôt pour aller les chercher. Un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la panique traversa le visage de Robert. À propos de ça. Maman a pensé qu'il vaudrait mieux que tes parents viennent une autre fois. Cette réunion est devenue plus formelle que nous ne l'avions prévu. Je l'ai regardé. La glace se formant dans ma poitrine. Mes parents viennent. C'est notre pendaison de crémaillère, pas l'événement de chasse aux relations de votre mère. Je pars les chercher dans 20 minutes, et j'attends de vous que vous vous assuriez qu'ils soient bien accueillis. Nancy est apparue dans l'embrasure de la porte comme appelée par notre désaccord. Tout va bien ici, Robert ? Le sénateur Wilson demande des nouvelles de votre travail sur la campagne Thompson. J'arrive, maman, a répondu Robert, se détournant de moi sans résoudre notre conversation. Avant de partir, j'ai retrouvé Robert entouré des amis de son père. Je vais chercher mes parents maintenant. S'il te plaît, souviens-toi que papa a besoin d'un accès facile à ses médicaments dans le réfrigérateur et maman aura besoin de sa chaise spéciale avec les coussins. Oui, oui, a-t-il hoché la tête distraitement. Nous pourrions encore être à déjeuner quand tu reviendras. Viens juste par le patio arrière. Alors que je conduisais chez mes parents, mon téléphone a vibré avec un texto de Robert, petit changement de plan. Nous expliquerons quand tu rentreras. J'ai appelé immédiatement, mais cela a renvoyé à la messagerie vocale. J'ai essayé de nouveau avec le même résultat. Mes parents attendaient, habillés de leurs plus beaux habits du dimanche.
Ma mère s'était fait coiffer spécialement pour l'occasion. Mon père portait fièrement le pull que je lui avais offert à Noël dernier. La maison est-elle prête pour la grande révélation, a demandé papa pendant que j'aidais maman à monter dans la voiture. Elle est magnifique. J'ai menti, ne voulant pas les inquiéter. Tout le monde a hâte de vous voir tous les deux. Le nœud dans mon estomac se resserrait pendant que nous rentrions, mes appels à Robert continuant de rester sans réponse. Quand nous avons tourné dans notre rue, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. L'allée et les deux côtés de la rue étaient bordés de véhicules de luxe que je ne reconnaissais pas. Un jeune homme portant ce qui semblait être un uniforme de valet se tenait au bout de notre allée, l'air confus alors que je me garais. Désolé, madame. L'allée est pleine. Êtes-vous ici pour le dîner des Cunningham? C'est ma maison, ai-je dit, un frisson me parcourant, sans rapport avec la baisse de température. Le valet avait l'air embarrassé et s'est écarté, me permettant de me garer dans la dernière place disponible près du garage. La musique et les rires s'échappaient de la maison, bien plus que la douzaine de personnes que j'avais laissées derrière. Ma mère m'a regardé avec confusion. Mon Dieu, combien de personnes as-tu invitées, ma chère? Pas autant, ai-je admis, en l'aidant à sortir de la voiture pendant que papa s'extrayait lentement du siège passager. Nous avons approché la porte d'entrée, mon père respirant déjà lourdement après la courte marche. La température avait considérablement baissé avec le coucher du soleil, et j'ai remarqué que mes deux parents grelottaient légèrement dans leur légère veste, appropriée pour un court transfert de la voiture à la maison, mais pas pour une longue période à l'extérieur. J'ai sonné, entendant sa sonnerie résonner à l'intérieur, mais personne n'est venu répondre. J'ai sonné à nouveau, puis j'ai frappé fermement, regardant à travers le verre biseauté tandis que des silhouettes se déplaçaient dans l'entrée, entendant clairement mais ignorant notre présence. Peut-être qu'ils ne m'entendent pas par-dessus la musique, a suggéré ma mère, resserrant sa veste. J'ai frappé plus fort, puis j'ai essayé ma clé dans la serrure, pour découvrir qu'elle ne fonctionnait plus. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Quelqu'un avait changé les serrures de ma propre maison. Je vais appeler Robert, ai-je dit, en essayant de garder la panique hors de ma voix alors que je composais de nouveau son numéro. Directement à la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto. Nous sommes dehors. La porte est verrouillée et ma clé ne fonctionne pas, papa a besoin d'entrer maintenant. Pas de réponse. 5 minutes ont passé. Puis 10. Mon père, dont la couleur était bonne tout à l'heure, avait maintenant l'air pâle, et je l'ai remarqué se tenant la poitrine de la manière qu'il avait quand il essayait de cacher son malaise. Papa, ça va, ai-je demandé, me rapprochant de lui. Juste un peu essoufflé, a-t-il dit, mais j'entendais la tension dans sa voix. Je pourrais avoir besoin de m'asseoir un peu. Ma mère grelottait visiblement maintenant, sa robe légère et sa veste ne pouvaient pas rivaliser avec le soir qui se refroidissait rapidement. Ses lèvres avaient pris une teinte bleutée qui a fait sonner les alarmes dans mon esprit. Je vais essayer la porte arrière, ai-je dit, en aidant mon père à s'asseoir sur le perron avant de conduire ma mère sur le côté de la maison. Le patio arrière avait été transformé en extension de la fête, avec des lampes chauffantes réchauffant des invités élégamment habillés qui sirotaient du champagne sous des guirlandes lumineuses que je n'avais jamais vues auparavant. À travers les grandes fenêtres de la cuisine, je pouvais voir des serveurs en tenue formelle disposant de la nourriture sur des plateaux. Il n'y avait aucun signe de Robert, mais Nancy tenait le rôle près du grill, gesticulant dramatiquement pendant que son public riait à l'unisson. J'ai frappé à la porte arrière. Un serveur s'est approché, l'air agacé par l'interruption. L'entrée est devant, a-t-il dit sèchement. C'est un événement privé. C'est ma maison, ai-je dit, ma voix s'élevant. Mes parents gèlent dehors et mon père a une condition cardiaque. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Le serveur avait l'air incertain, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers Nancy. Elle a remarqué le tumulte et s'est approchée, son visage s'assombrissant en me voyant. Peggy, a-t-elle dit à travers la vitre, sans faire de mouvement pour ouvrir la porte. Je pensais que Robert avait expliqué que nous devions faire quelques ajustements sur la liste des invités. C'est un dîner important pour les associés de Walter. Nancy, ouvre la porte tout de suite, ai-je exigé. Mes parents sont dehors. Ils gèlent et mon père a besoin de ses médicaments dans le réfrigérateur. Ce n'est vraiment pas le bon moment, a-t-elle répondu, ayant l'audace d'avoir l'air contrarié. Peut-être pourriez-vous emmener vos parents dîner quelque part et revenir plus tard. Nous devrions avoir terminé vers 23 heures. Je l'ai regardé, incrédule, incapable de traiter le niveau de cruauté auquel j'assistais.
À travers la fenêtre, j'ai aperçu Robert, un verre à la main, riant avec un groupe d'hommes dans le salon, complètement inconscient de notre situation. Lorsque je suis retourné devant, j'ai trouvé mon père assis sur le perron, sa respiration laborieuse, tandis que ma mère essayait de lui réchauffer les mains. Une voisine de la maison voisine s'est approchée prudemment, portant une couverture. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « J'ai remarqué que vous êtes dehors depuis un moment. »« Nous sommes enfermés dehors », ai-je expliqué avec gratitude, acceptant la couverture et l'enroulant autour des épaules de ma mère. Mon père a besoin de ces médicaments pour le cœur qui sont à l'intérieur. Mon père a essayé de décliner ma préoccupation, toujours celui qui évitait de faire une scène, mais je pouvais voir qu'il était en détresse réelle. Ces médicaments étaient dans le réfrigérateur où je les avais placés spécifiquement pour qu'ils soient accessibles pendant la fête. La desperation montant, j'ai fait le tour de la maison, cherchant un point d'entrée. Sur le côté, j'ai repéré une petite fenêtre de sous-sol qui était légèrement entr'ouverte. Ce serait un passage étroit, mais je n'avais pas le choix. « Je reviens tout de suite », ai-je promis à mes parents, me dirigeant vers la fenêtre et l'ouvrant complètement. Je me suis faufilé par l'ouverture, me griffant douloureusement le bras sur le cadre rugueux et déchirant ma chemise au passage. J'ai atterri maladroitement sur le sol du sous-sol, ressentant une douleur aiguë à la cheville, mais je l'ai ignoré, me précipitant dans les escaliers pour monter à l'étage principal. Je suis sorti du sous-sol dans une maison que je reconnaissais à peine. L'espace douillet et accueillant que j'avais soigneusement conçu avait été transformé en quelque chose ressemblant à un restaurant haut de gamme. Nos meubles avaient été réarrangés ou remplacés entièrement par des pièces louées. Des serveurs circulaient avec des plateaux d'amuse-gueule et un barman préparait des boissons à un bar portable installé dans notre salle à manger. Sans m'arrêter pour traiter cette scène surréaliste, je me suis précipité vers la porte d'entrée, les déverrouiller et les ouverte en grand pour faire entrer mes parents. Le visage de mon père était maintenant alarmantement gris, et ma mère ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Je les ai aidés tous les deux à s'installer sur le canapé, qui avait été poussé contre le mur pour faire place aux tables de cocktail. « Je vais chercher tes médicaments, papa », ai-je dit, me précipitant dans la cuisine où j'ai trouvé mon réfrigérateur rempli d'aliments inconnus et de plateaux de service. J'ai trouvé les médicaments de mon père, cachés derrière un plateau de canapé, et me suis précipité vers lui, l'aidant à les prendre avec des mains tremblantes. Pendant que je m'occupais de mes parents, j'ai pris conscience que la fête s'arrêtait autour de nous, les invités regardant notre petit groupe blotti avec des expressions allant de la curiosité au malaise. Nancy s'est approchée, le visage tendu par une colère à peine contenue. Quelle est la signification de cette intrusion, a-t-elle sifflé assez bas pour que seul moi puisse l'entendre. Nous avons l'assistant du gouverneur ici ce soir. Intrusion. Je me suis levé pour lui faire face. Ma voix plus stable que je ne le ressentais. C'est ma maison, Nancy. Ma maison que j'ai payée. Vous avez enfermé mes parents dehors par un froid glacial. Mon père a une condition cardiaque. Comprenez-vous cela? Il y a manifestement eu un malentendu, a-t-elle dit avec dédain. Robert a mentionné que vous pourriez passer avec vos parents, mais nous avions supposé plus tard, après le dîner. Ce n'est guère le moment approprié. Le moment approprié. Ils sont dehors depuis près de 30 minutes parce que quelqu'un a changé mes serrures sans me le dire. Les yeux de Nancy se sont plissés. La sécurité dans ce quartier nécessite des précautions appropriées. Robert a convenu que les serrures devaient être modernisées. Où est Robert, ai-je exigé, balayant la pièce. Nancy a fait un geste vague vers la cuisine, discutant d'opportunités commerciales avec les associés de Walter. J'apprécierais que vous ne les dérangiez pas avec cette affaire domestique. J'ai trouvé Robert dans la cuisine, un verre à la main, engagé dans une conversation animée avec 3 hommes plus âgés. Son visage s'est affaissé en me voyant. Un éclair de culpabilité rapidement remplacé par de l'irritation. « Peggy » a-t-il dit, d'une voix trop brillante. Je disais justement à ces messieurs notre approche marketing pour les clients du secteur de la santé. Mon père s'est presque effondré dehors, ai-je dit. Sans préambule, quelqu'un a changé nos serrures. Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone? Robert a jeté un regard nerveux aux hommes à côté de lui. Il doit y avoir eu un malentendu. Je pensais que nous avions discuté de la venue de tes parents une autre fois puisque la fête est devenue plus un dîner d'affaires. Non, Robert, nous n'en avons pas discuté. Et même si c'était le cas, tu as laissé mes parents dehors au froid pendant une demi-heure. Les lèvres de mon père étaient bleues. Tu exagères, a-t-il marmonné, me guidant loin de ses compagnons.
Il ne peut pas faire si froid encore. Nous ne sommes qu'en octobre. Comme pour ponctuer l'absurdité de sa déclaration, une agitation s'est élevée du salon. Nous nous sommes précipités pour le trouver. Mon père affalé contre ma mère, son visage tordu de douleur. « Papa » ai-je crié, me frayant un chemin à travers des invités surpris pour l'atteindre. « J'ai mal à la poitrine » a-t-il haleté, se tenant le chemisier. Ma mère m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Il dit qu'il se sent comme lors de sa dernière crise cardiaque. Sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro des services d'urgence, leur donnant notre adresse et l'état de mon père. Autour de moi, la fête s'était arrêtée dans un silence inconfortable, les invités regardant le drame se dérouler, verre à vin encore à la main. Nancy est apparue aux côtés de Robert, murmurant furieusement. « Cela ne peut pas attendre ? Tu nous embarrasses devant tout le monde. » Je me suis retourné vers elle, mon téléphone toujours collé à mon oreille. « Mon père pourrait faire une crise cardiaque parce que tu l'as laissé dehors dans le froid. Tu comprends ça, Nancy ? Il pourrait mourir. » Walter s'est matérialisé à côté de sa femme, le visage rouge de couleur soit d'alcool soit de colère. « Voyons, jeune fille. Pas besoin d'hystérie. Ton père me semble bien, juste un peu essoufflé. » Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, se frayant un chemin à travers la foule d'invités pour atteindre mon père. Ils ont rapidement évalué son état, déterminant qu'il présentait des signes d'hypothermie et de détresse cardiaque. Alors qu'il se préparait à le transporter à l'hôpital, j'ai entendu Walter se plaindre à Robert de la scène que nous causions. J'ai pris place dans l'ambulance avec mes parents, tenant la main tremblante de ma mère pendant qu'elle regardait les ambulanciers s'occuper de mon père. La salle d'urgence de l'hôpital nous a reçus immédiatement, emmenant mon père pour traitement, tandis qu'une gentille infirmière aidait ma mère, qui présentait également des signes d'exposition. « Combien de temps sont-ils restés dehors dans ces températures » m'a demandé le médecin après avoir examiné mon père. « Au moins 30 minutes, ai-je répondu, la honte et la rage se battant en moi. « Peut-être plus. » Il a secoué la tête. Avec ses antécédents cardiaques et son âge, c'était dangereusement long. Nous le surveillerons pendant la nuit. Sa température corporelle est toujours inférieure à la normale, et je suis préoccupé par la tension sur son cœur. Ma mère a été traitée pour une légère hypothermie, recevant des couvertures chaudes et des boissons chaudes jusqu'à ce que ses tremblements s'arrêtent. Elle a refusé de quitter le chevet de mon père, alors le personnel a apporté un fauteuil inclinable dans sa chambre où elle pourrait se reposer confortablement. Vers minuit, alors que j'étais assise, regardant mes parents dormir enfin paisiblement, mon téléphone a sonné. C'était Robert. « Tu rentres bientôt » a-t-il demandé, comme s'il s'enquérait d'un trajet retardé plutôt que d'une urgence familiale. Mon père est gardé en observation pendant la nuit, ai-je répondu, gardant ma voix basse. Je reste avec eux. La fête se termine, a-t-il dit. Ta sortie dramatique a été un sujet de conversation animé. Sortie dramatique, ai-je répété, incapable de croire ce que j'entendais. Robert, mon père aurait pu faire une autre crise cardiaque. Tu comprends ça? Maman dit qu'il était clairement juste froid et fatigué. Tu sais comment tes parents exagèrent leurs problèmes de santé pour attirer l'attention? Quelque chose en moi a cédé à ce moment-là. Un dernier fil de loyauté ou d'amour ou quoi que ce soit qui avait maintenu notre mariage ensemble. Robert, ai-je dit, ma voix calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Ne sois pas là quand je rentrerai demain. Je suis sérieuse. Tu es irrationnel, a-t-il répondu. Ma mère et mon père se sont donné beaucoup de mal pour organiser ce dîner pour moi, pour nous. La moindre chose que tu puisses faire est d'être reconnaissante de leur implication. Reconnaissante. Ils ont enfermé mes parents dehors et ont failli tuer mon père. Ta mère a réarrangé notre maison sans permission. Ton père a fait venir des inconnus qui m'ont traité comme du personnel. Et tu es resté là et tu as tout permis. C'était un malentendu, a-t-il insisté. Si tes parents avaient appelé à l'avance pour confirmer l'heure. J'ai raccroché, incapable de supporter un mot de plus de ces justifications délirantes. En regardant mes parents vulnérables dans leur lit d'hôpital, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies à tous. Cela ne se reproduirait plus jamais. Lorsque je suis retourné à notre maison l'après-midi suivant, ayant assuré la condition stable de mon père et prévu sa sortie confortable pour le lendemain, j'ai trouvé mes beaux-parents toujours là. Les débris de la fête avaient été en grande partie enlevés, vraisemblablement par les traiteurs,
mais des preuves de la soirée subsistaient sous forme de taches de vin sur notre nouveau tapis et de brûlures de cigarettes sur la table basse en bois que nous avions soigneusement choisie ensemble. Robert était assis à l'îlot de la cuisine, l'air épuisé mais défiant. Nancy et Walter occupaient le canapé de notre salon, tous deux arborant des expressions de dignité blessée, comme s'ils étaient les parties lésées dans ce scénario. « Tu as enfin décidé de rentrer à la maison », a dit Nancy, le ton suggérant que j'avais été parti pour une aventure frivole plutôt que pour une veillée d'hôpital. Je l'ai ignoré, m'adressant directement à Robert. « Comment va mon père ? As-tu pris la peine de vérifier ?» Robert a eu la grâce d'avoir l'air légèrement honteux. « Je pensais que tu me le ferais savoir s'il y avait du changement. » Nancy s'est levée, lissant son pantalon immaculé. « Eh bien, maintenant que ce petit drame est passé, nous devrions discuter du dîner. Malgré ta sortie malheureuse, ce fut un succès. » L'assistant du sénateur Wilson a mentionné qu'il pourrait mettre Robert en contact avec leur équipe média. Je l'ai regardé, me demandant si j'étais entré dans un univers parallèle où la décence humaine n'existait pas. Mon père est à l'hôpital à cause de vous et vous voulez parler d'opportunités de réseautage. Maintenant, Peggy, a interrompu Walter, maintenons la perspective. Ton père a des problèmes de santé. Ce n'est guère de notre faute. Si quoi que ce soit, tu aurais dû tenir compte de sa condition avant de l'amener à un événement en soirée. Un événement en soirée chez moi que j'avais spécifiquement planifié en tenant compte de ses besoins avant que vous ne le détourniez complètement. Nous n'avons rien détourné, a dit Nancy avec un geste impérieux de la main. Nous avons simplement élevé une simple réunion en quelque chose de bénéfique. Robert était d'accord avec nos ajustements. Je me suis tourné vers mon mari. Est-ce vrai ? As-tu accepté de changer les serrures sans me le dire ? Robert s'est décalé inconfortablement. Maman pensait que notre sécurité avait besoin d'une mise à niveau. J'allais te donner les nouvelles clés, mais avec tous les préparatifs, ça m'a échappé et les traiteurs, le valet, les 40 inconnus dans notre salon. J'ai peut-être mentionné à maman que nous faisions une petite pendaison de crémaillère, a-t-il admis. Elle a proposé d'aider à la rendre spéciale. Spéciale, ai-je répété, mon incrédulité grandissant. Robert, ils ont pris le contrôle de notre maison, enlevé nos affaires personnelles et traité mes parents comme des intrus indésirables. Comment tout cela est-il spécial ? Nancy a émis un son dédaigneux. Ta sentimentalité est charmante, mais peu pratique, ma chère. Cette maison a le potentiel d'être un espace de réception approprié. Ces petits bricolages et photos de famille sont jolis pour les espaces privés, mais pas pour les pièces publiques. Pièces publiques ? C'est une maison privée, Nancy. Bien sûr que oui, ma chère, a-t-elle répondu condescendamment. Mais Robert a toujours compris l'importance de maintenir certains standards. Son père et moi avons un large cercle social qui peut être d'une aide considérable pour vous deux. Saviez-vous qu'il planifiait cela ? Ai-je demandé directement à Robert. Il n'a pas rencontré mes yeux. Maman a mentionné la possibilité d'y organiser leur dîner annuel puisque nous avons plus d'espace maintenant. Je ne savais pas que ce serait hier soir. Quand as-tu su ? Quand as-tu réalisé ce qu'il planifiait ? Robert a hésité, quand ils sont arrivés tôt avec les premiers invités, mais à ce moment-là, tout était déjà en mouvement. Et tu n'as pas pensé à m'appeler pour me prévenir que notre pendaison de crémaillère s'était transformée en l'événement de réseautage de tes parents. Je savais que tu serais contrarié, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. L'ampleur de sa trahison m'a submergé par vagues. Pas seulement la fête, mais le désalignement fondamental de nos valeurs et de nos priorités. Qui était cet homme qui pouvait laisser ses beaux-parents grelotter dans le froid pendant qu'il faisait du lèche-botte avec des inconnus, qui valorisait la montée sociale de ses parents au-dessus de la décence humaine élémentaire ? Je vais faire un sac, ai-je dit calmement. Je ne peux pas rester ici ce soir. Ne sois pas dramatique, Peggy, a interrompu Nancy. Chaque mariage a ses ajustements. Robert équilibre simplement ses obligations familiales. Obligations familiales. Je me suis tourné vers elle, ne me souciant plus de cacher mon mépris. C'est ce que vous appelez mettre en danger la vie de mon père ? Humilier ma mère, prendre le contrôle de notre maison sans permission. Nous vous avons rendu service, a dit Walter, d'une voix dure. Cette maison dépassait clairement votre niveau d'expérience. Robert a mentionné comment vous avez insisté pour vous occuper vous-même de la décoration malgré nos offres d'engager des professionnels. Alors que je montais pour faire ma valise, j'ai entendu Nancy chuchoter à Robert, d'une voix suraiguë.
Peut-être que cette maison était trop ambitieuse pour quelqu'un de son milieu. Il n'y a pas de honte à admettre qu'on est dépassé. J'ai fait ma valise rapidement, ne prenant que l'essentiel, consciente que Robert me regardait depuis l'embrasure de la porte, mais sans faire de mouvement pour m'arrêter. Alors que je fermais ma valise, il a enfin parlé. « Où iras-tu ? Pour voir mes parents ? Puis chez Vanessa, ai-je répondu, nommant ma plus proche amie. Ne m'appelle pas sauf en cas d'urgence réelle. Nancy est apparue derrière Robert, son expression témoignant d'une préoccupation calculée. Se sauver ne résout jamais rien, ma chère. D'après mon expérience, les jeunes épouses sont souvent dépassées par les responsabilités de l'entretien d'une maison décente. Je suis passé devant eux sans répondre. Mon esprit était déjà passé de la douleur émotionnelle à la planification stratégique. Il ne s'agissait plus d'une fête gâchée, ni même d'une trahison de confiance. Mes parents avaient été mis en danger physique réel, et la cruauté désinvolte avec laquelle mes beaux-parents avaient rejeté ce fait révélait une toxicité que je ne pouvais plus ignorer. Dans l'appartement de Vanessa ce soir-là, je me suis effondré, relâchant complètement les larmes que j'avais retenues pour le bien de mes parents. Entre deux sanglots, j'ai expliqué la séquence d'événements surréalistes, regardant son expression passer de la confusion à l'horreur. « Ils ont changé tes serrures », a-t-elle répété incrédule, sans te le dire et ont laissé tes parents dehors. « Ils agissent comme si j'exagérais », ai-je dit, acceptant le mouchoir qu'elle m'offrait, comme s'il s'agissait d'un simple malentendu plutôt que d'une exclusion délibérée. Vanessa, avocate spécialisée en droit de la famille, est passée en mode professionnel. Ce n'est pas seulement mal, Peggy, c'est potentiellement illégal. Tu as payé 70% de cette maison. Ils ne peuvent pas te mettre dehors ni faire des modifications sans ton consentement. Le lendemain a apporté une autre couche de trahison. En consultant nos comptes conjoints en ligne, j'ai découvert que Robert avait retiré une somme importante 3 jours avant la fête, près de $40 000, sans discussion ni notification. Un appel à notre banque a confirmé que le retrait avait été effectué en personne par Robert, citant des améliorations domiciliaires comme motif. Le même jour, j'ai trouvé un reçu par email dans notre compte cloud partagé pour des services de traiteur d'une valeur de $22 000 facturés à notre carte de crédit conjointe et adressé à Walter, et non à Robert ou à moi. Ma collègue Olivia, devenue une amie proche pendant mes années au cabinet de marketing, m'a mise en contact avec le cabinet de conseil financier de son frère. « Tu dois te protéger », a-t-elle insisté. « S'ils peuvent faire ça, qui sait ce qu'ils pourraient essayer d'autre ?» Le conseiller financier a confirmé mes craintes, le retrait de Robert avait vidé la majeure partie de nos liquidités. La bonne nouvelle, a-t-il noté, c'est que votre nom est le principal sur le prêt hypothécaire puisque vous avez fourni la majorité de la compte. Cela vous donne certains droits, quoi qu'il arrive ensuite. Au cours des jours suivants, pendant que mon père se rétablissait et que je divisais mon temps entre l'hôpital et la chambre d'amis de Vanessa, j'ai découvert d'autres preuves des plans de mes beaux-parents. La sœur de Robert, avec qui j'avais toujours entretenu une relation cordiale, sinon distante, a appelé de manière inattendue. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, a-t-elle dit, d'un ton sincèrement préoccupé. Je suis tellement désolé. Ils nous ont fait la même chose à mon mari et à moi il y a 3 ans. Elle a expliqué que Nancy et Walter avaient une tendance à s'immiscer dans la vie et les relations de leurs enfants, généralement après des achats majeurs ou des événements de la vie. Dans son cas, ils avaient emménagé temporairement après la naissance de leur premier enfant et étaient restés 8 mois, prenant progressivement le contrôle de tous les aspects de leur foyer. Ils ont convaincu James que j'étais trop dépassé pour prendre des décisions, a-t-elle dit, en parlant de son mari. Quand ils sont partis, James et moi nous parlions à peine, et je n'avais aucun mot à dire dans ma propre maison. Cette conversation a cristallisé quelque chose que j'avais senti mais pas encore pleinement articulé. Il ne s'agissait pas d'une violation de limites ponctuelles, mais du début d'une prise de contrôle systématique. Les rénovations de la suite d'invités dont Nancy avait parlé n'étaient pas de simples paroles, mais un plan concret visant probablement à créer de l'espace pour des séjours prolongés, voire une résidence partielle dans notre maison. Avec cette prise de conscience, ma douleur a commencé à se transformer en quelque chose de plus productif, une colère juste et une détermination. Il ne s'agissait plus seulement de sauver mon mariage, qui, honnêtement, pourrait être irréparable. Il s'agissait de protéger mes parents, mes biens et mon avenir de personnes qui avaient démontré qu'elles n'avaient aucun respect pour mes limites ou mon bien-être. Après une semaine de planification stratégique avec Vanessa et des consultations avec des conseillers financiers et juridiques, j'étais prête à récupérer ce qui m'appartenait. J'ai choisi un mardi matin,
quand je savais que Robert serait au travail, en organisant un serrurier pour me rencontrer à la maison avec une escorte policière, chose que Vanessa avait suggérée compte tenu de la situation de changement de serrure existante. Je suis le propriétaire principal, ai-je expliqué à l'officier sympathique qui m'a accompagné. Mes beaux-parents ont changé les serrures sans ma connaissance ou mon consentement pendant que je n'étais pas à la maison. Le serrurier a rapidement changé toutes les serrures et tous les codes de sécurité de la maison. À l'intérieur, j'ai découvert des preuves qui ont confirmé mes soupçons. Le placard de la suite d'invités contenait des housses de vêtements avec les vêtements de Nancy, et le comptoir de la salle de bain affichait ses produits de soins de la peau coûteux, soigneusement arrangés comme si elle prévoyait un long séjour. Plus troublant encore fut ce que j'ai trouvé dans le bureau à domicile de Robert. Un dossier intitulé « Modification de la maison » contenait des devis d'entrepreneurs pour des rénovations majeures, y compris la réaffectation complète de la suite d'invités en une bibliothèque divisée par un salon et des plans pour convertir notre bureau à domicile en une autre chambre d'amis, probablement pour des invités de leur choix. Le plus choquant fut un formulaire de changement d'adresse partiellement complété pour Walter et Nancy, indiquant notre maison comme leur nouvelle résidence. D'après les dates sur divers documents, ces plans étaient en cours depuis peu après la clôture de la maison, sans un mot à mon égard. Les serrures sécurisées et les preuves documentées, j'ai organisé une réunion avec Robert, Nancy et Walter au bureau de mon avocat, un territoire neutre, où les émotions pouvaient être contenues dans des limites professionnelles. C'est complètement inutile, a bégayé Walter, alors qu'ils arrivaient, visiblement mal à l'aise dans ce cadre. Les affaires de famille devraient être traitées en privé. Je suis d'accord, a répondu mon avocat avec douceur. Malheureusement, lorsque des serrures sont changées sans consentement et que des sommes importantes sont retirées sans discussion, nous dépassons le désaccord familial pour entrer dans un territoire potentiellement légal. J'avais préparé une présentation claire et factuelle de ce qui s'était passé, de la prise de contrôle de notre pendaison de crémaillère aux factures d'hôpital pour les soins de mon père. Pendant que je parlais, l'expression de Robert est passée de la défensive à l'incertitude, tandis que ses parents restaient stoïques. Les 40 000 $ que Robert a retirés ont été partiellement justifiés par des paiements à des traiteurs et du personnel d'événements, ai-je conclu. Les fonds restants doivent être retournés sur notre compte conjoint dans les 48 heures, sinon nous engagerons une action en justice formelle. C'est absurde, a interrompu Nancy. Robert assurait simplement des fonds pour des améliorations nécessaires à la propriété, des améliorations qui augmenteraient considérablement sa valeur. Des améliorations jamais discutées ou approuvées par le titulaire principal du prêt hypothécaire, a souligné mon avocat. Et quant aux événements de cette soirée, nous avons une documentation médicale sur les dommages causés au père de Peggy, ce qui pourrait potentiellement constituer un cas d'atteinte à la personne âgée. Ce terme a atterri comme une bombe dans la pièce. L'atteinte à la personne âgée entraînait de graves conséquences juridiques et sociales, en particulier pour des personnes comme Nancy et Walter, qui valorisaient leur standing social par-dessus tout. Il n'y a pas eu d'atteinte, a protesté Walter. C'était une soirée fraîche, pas le cœur de l'hiver. Mon avocat a silencieusement posé le rapport médical de mon père sur la table, où des termes tels que détresse cardiaque précipitée par l'exposition et les symptômes d'hypothermie étaient clairement mis en évidence. Robert, qui était resté largement silencieux, a finalement parlé. « Que veux-tu, Peggy ? Dis-moi juste ce que tu veux pour résoudre ça. » J'avais beaucoup réfléchi à cela, équilibrant ma colère avec des considérations pratiques. Premièrement, le retour complet de tous les fonds retirés sans consentement mutuel. Deuxièmement, un accord écrit stipulant qu'aucune modification ne sera apportée à notre propriété sans approbation documentée de nous deux. Troisièmement, vos parents n'auront pas d'accès non supervisé à notre domicile en aucune circonstance, et toute visite devra être convenue à l'avance. Quatrièmement, le paiement de toutes les dépenses médicales engagées à la suite de cette nuit. C'est de l'extorsion, a sifflé Nancy. C'est de la responsabilité, ai-je corrigé. Et c'est non négociable. À la surprise de tous, y compris peut-être la sienne, Robert s'est rangé de mon côté. Nous rendrons l'argent, a-t-il dit calmement, et nous couvrirons les frais médicaux, bien sûr. Le changement de position de Robert a clairement choqué ses parents. Le visage de Walter est devenu d'un rouge sombre tandis que Nancy est devenue complètement pâle. Robert, tu ne peux pas sérieusement envisager ces demandes ridicules, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les connexions que nous t'avons fournies. Tu as laissé les parents de Peggy dehors dans le froid, maman, a répondu Robert, d'un air fatigué. Son père aurait pu mourir. Comment cela aurait-il été perçu par tes précieuses connexions ?
Cette réunion a marqué un tournant, non seulement dans ma stratégie, mais aussi chez Robert lui-même. Dans les jours qui ont suivi, alors que les fonds étaient retournés et que les accords étaient formalisés, il a commencé une thérapie individuelle à mon insistance. Le thérapeute, spécialisé dans les dynamiques familiales, l'a aidé à reconnaître les schémas de manipulation qui avaient défini sa relation avec ses parents depuis l'enfance. Il contrôlait tout, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions de café prudemment neutre pour discuter de la logistique, mes écoles, mes amis, ma carrière. Tout ce qui s'écartait de leur vision était accueilli par un retrait d'amour et d'approbation. Je n'ai jamais réalisé à quel point c'était profond jusqu'à ce que le docteur Harrison me pose des questions sur mes premiers souvenirs de prise de décision. Bien que cette perspective ait aidé à expliquer son comportement, elle ne l'a pas excusé. La confiance une fois brisée ne peut être instantanément restaurée par des explications. J'ai maintenu mon arrangement de vie séparé chez Vanessa tout en considérant mes options. L'aspect le plus satisfaisant de la résolution est venu sous la forme de conséquences sociales et communautaires pour Nancy et Walter. Le bouche à oreille concernant l'incident s'est propagé dans leur cercle social soigneusement cultivé, avec le choix précis des mots de mon avocat. L'atteinte à la personne âgée portant un poids particulier. Les invitations à des événements sociaux clés ont soudainement cessé d'arriver. Les postes au conseil d'administration n'ont pas été renouvelés discrètement. La monnaie qu'il valorisait le plus, le standing social, a connu une inflation significative. La sœur de Robert m'a recontacté, cette fois avec d'autres frères et sœurs au téléphone, partageant tous des histoires similaires de violation de limites et de manipulation. Pour la première fois peut-être, ils ont parlé ouvertement de schémas qu'ils avaient individuellement vécus, mais jamais collectivement reconnus. Cette thérapie familiale, en quelque sorte, a semblé renforcer la résolution de Robert à établir des relations plus saines avec ses parents. Quant à notre mariage, il flottait dans un équilibre délicat. La rupture fondamentale de confiance lorsque Robert a choisi les désirs de ses parents par-dessus mon bien-être et, pire encore, par-dessus la sécurité de mes parents, avait créé un gouffre qui ne se comblait pas facilement. Pourtant, sa volonté de reconnaître la faute et de prendre des mesures concrètes pour le changement a laissé la porte ouverte, quoique à peine, à une potentielle réconciliation. « Je comprends si tu veux divorcer », a-t-il dit lors d'une conversation particulièrement honnête. Ce qui s'est passé est impardonnable, mais je veux que tu saches que je suis engagé à changer, que nous restions ensemble ou non. Je ne veux plus jamais être cette personne. J'avais préparé des papiers de séparation, mais ne les avais pas déposés, un plan de contingence plutôt qu'une intention immédiate. Alors que Robert continuait sa thérapie et maintenait des limites appropriées avec ses parents, je me suis permis d'envisager la possibilité de reconstruire plutôt que de jeter notre relation. La confiance prend du temps, m'a rappelé ma propre thérapeute. Et il est normal de se protéger tout en évaluant si cette confiance peut jamais être pleinement restaurée. 6 mois après cette nuit fatidique, nos vies avaient trouvé un nouveau schéma. La santé de mon père s'était stabilisée, sa fonction cardiaque était revenue à la normale avec une médication et des soins appropriés. L'arthrite de ma mère restait difficile mais gérable, et le traumatisme émotionnel de cette nuit s'était atténué, sans disparaître complètement. Notre maison, véritablement mon sanctuaire maintenant, avait été récupérée pièce par pièce. La suite d'invités est restée intacte, prête pour les visites de mes parents, qui avaient lieu régulièrement, mais toujours avec une planification avancée et des attentes claires. Les décorations formelles que Nancy avait installées ont été données ou rendues, remplacées par des objets qui reflétaient mon goût et notre style de vie réel. Ma carrière a continué de prospérer, la perspective acquise grâce à une crise personnelle améliorant étrangement mon jugement professionnel. Les priorités sont devenues plus claires et j'ai constaté que je pouvais mieux distinguer les questions vraiment importantes des simples urgences. Mon équipe a remarqué et a réagi positivement à ce style de leadership évolué. La relation avec mes parents s'est approfondie grâce à notre traumatisme et à notre rétablissement partagé. Les dîners du dimanche ont repris, alternant entre leur maison et la mienne, créant de nouveaux souvenirs pour recouvrir les douloureux. Mon père, jamais du genre à avoir de longues discussions émotionnelles, trouvait des moyens d'exprimer ses sentiments par de petits gestes comme m'apporter du café préparé exactement comme je l'aimais, ou m'envoyer des articles qui, selon lui, pourraient m'intéresser. « Nous n'avons jamais douté que tu arrangerais les choses », m'a dit ma mère lors d'un moment de calme. Même cette nuit-là, aussi effrayés que nous étions, nous savions que notre fille arrangerait ça. Leur foi en moi est devenue une source de force sur laquelle je me suis appuyé pendant les jours plus difficiles de la reconstruction de ma vie. Leur sagesse sur le pardon sans oublier, sur la mise en place de limites tout en gardant son cœur ouvert m'a guidé alors que je naviguais dans les conséquences complexes. Quant à Robert,
notre relation a subi sa propre transformation. Après 3 mois de séparation pendant lesquels il a maintenu son engagement envers la thérapie et l'établissement de limites appropriées avec ses parents, nous avons commencé le processus prudent de réconciliation. Ce n'était pas la reprise automatique de notre mariage précédent, mais la construction prudente de quelque chose de nouveau et, espérons-le, de plus fort. Je ne leur ai jamais tenu tête auparavant, a-t-il admis lors d'une de nos séances de conseil. Pas vraiment. Je pensais que je maintenais la paix, que je trouvais des compromis, mais en réalité, j'évitais simplement le conflit à tout prix, y compris le coût de ta confiance et de la sécurité de tes parents. Le voyage n'a été ni facile ni garanti. Nous avons établi un accord relationnel détaillé avec des attentes et des limites claires, particulièrement concernant ses parents. Nancy et Walter ont été autorisés des contacts limités et supervisés, uniquement avec des conséquences immédiates en cas de violation des limites. La première visite a été maladroite et tendue, mais nécessaire pour établir que les anciennes dynamiques ne seraient pas tolérées. « Votre maison est charmante, ma chère », a dit Nancy avec un effort évident, le compliment étranger sur ses lèvres. « Merci », ai-je répondu, simplement, ne cherchant ni n'attendant plus. Ils avaient été obligés, dans le cadre de notre accord, de fournir une restitution financière pour toutes les dépenses médicales liées à cette nuit. Cette reconnaissance tangible du tort causé était non négociable de mon point de vue, indépendamment de toute réconciliation émotionnelle qui pourrait ou non se produire. L'expérience m'a transformé d'une manière que je n'avais jamais anticipée. J'ai découvert des réserves de force que je ne savais pas posséder et j'ai appris que rester ferme n'était pas la même chose qu'être rigide. Établir des limites n'était pas un acte de vengeance, mais d'auto-préservation et de protection pour ceux que j'aimais le plus. Au travail, je me suis retrouvé dans un rôle de mentor naturel, en particulier pour les jeunes femmes naviguant dans des relations professionnelles complexes. Sans partager tous les détails personnels, j'ai pu offrir des conseils sur la reconnaissance de la manipulation, l'établissement de limites appropriées et la défense efficace de soi. Tu sembles différente, a observé mon collègue Jordan après une réunion client particulièrement difficile où j'avais maintenu ma position malgré une pression importante. Plus certaine, d'une certaine manière. J'ai appris que protéger ce qui compte n'est pas égoïste, ai-je répondu. C'est nécessaire. La création d'une nouvelle normalité a pris du temps et des efforts intentionnels. Notre maison est progressivement devenue un véritable reflet de nos valeurs plutôt qu'une vitrine ou un champ de bataille. Les amitiés de soutien comme celle avec Vanessa et Olivia se sont approfondies pendant la crise, tandis que les relations plus superficielles se sont naturellement effacées. J'ai trouvé un équilibre plus sain entre l'ambition professionnelle et le bien-être personnel, ne mesurant plus le succès uniquement par les réalisations professionnelles. La perspective acquise en manquant de perdre mon père a clairement mis en évidence ce qui comptait vraiment dans la vie. La leçon la plus profonde fut la compréhension que la famille est définie par le respect et le soin, pas seulement par les liens du sang ou l'ego. Les personnes qui méritent vraiment une place dans votre vie sont celles qui honorent vos limites et valorisent votre bien-être. Parfois, ce sont des parents et parfois ce sont des amis qui deviennent une famille par choix. Se défendre soi-même et ses proches n'est pas un acte de vengeance, mais de nécessaire autopréservation. Les limites que nous créons protègent l'amour plutôt qu'elles ne le diminuent, créant des espaces sur où les relations authentiques peuvent s'épanouir sans manipulation ni peur. Lorsque la crise frappe, elle révèle le véritable caractère et les priorités de toutes les personnes impliquées. Cette clarté douloureuse, bien que dévastatrice au départ, fournit finalement les informations nécessaires pour construire une vie alignée sur des valeurs authentiques plutôt que sur des attentes externes. En regardant vers l'avenir, je me concentre sur la création d'un avenir fondé sur le respect authentique et le soin mutuel. Le voyage a été difficile mais nécessaire. Et je retiens non pas l'amertume mais la sagesse, non pas la colère mais le discernement quant à qui mérite une place dans mon cercle intime. Vous est-il déjà arrivé de devoir faire face à des membres de votre famille qui ont franchi vos limites? Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne pour plus d'expériences de vie réelle et de leçons apprises. Et rappelez-vous, partager ces histoires aide les autres à reconnaître et à aborder des situations similaires dans leur propre vie. Merci d'être là avec moi tout au long de ce voyage. Restez forts, établissez des limites saines et protégez ce qui compte vraiment.